Bonjour, tout le monde m'entend, c'est bon, on est parti pour 35 minutes. Alors, parce qu'en fait, j'aime bien commencer par ça, je vous demandais de descendre devant là, parce qu'en fait, on va faire un petit test en fait, de quiz pour savoir comment vous positionnez vous-même par rapport à l'interprétation des images. Si vous pouvez descendre devant là, s'il vous plaît, ça va durer 5 minutes. Venez tous. C'est un début de cette journée qui va permettre de vous mobiliser si vous êtes endormis. Alors, le principe, c'est que je vais vous montrer 3 images et je vais vous demander de positionner par rapport à votre perception de l'image. Et en vous positionnant, donc pensez-vous que ce cours d'eau nécessite une intervention pour améliorer son état? Si vous êtes, oui, il faut vraiment faire quelque chose, vous mettez de ce côté-là. Et si vous êtes, non, il n'y a rien à faire, tout va bien, vous mettez de ce côté-là. Allez-y, positionnez-vous s'il vous plaît. Voilà, donc il n'y a pas d'exception, tout le monde peut se lever pour venir participer. Alors, je rappelle, de ce côté-là, il n'y a rien à faire. De ce côté-là, franchement, c'est la loose, il faut faire quelque chose d'important. Alors, est-ce que c'est à peu près réparti? Donc, ceux qui sont là, ils se considèrent un peu au centre ou ils veulent bouger encore? Et ceux qui sont assis, ils ne bougent pas? Non? Ils n'ont pas envie? Ok. Solange, tu as ta position là ou Ok. Donc, tu es du côté où il n'y a pas grand-chose à faire. Ok. Donc, je vais juste prendre une prise de parole de quelques minutes. Donc Solange, toi tu penses... Je pense toujours que c'est difficile d'avoir un avis sur une image, mais par contre intervention conséquente, ce qui veut dire bouger du matériel, ou en tout cas on voit quelque chose. On imagine quelque chose d'ampleur, c'est pas forcément nécessaire. Ok. Donc au centre. Le cours d'eau, il est dans une zone assez quand même ouverte, donc après il est libre de l'hydromorphologie de Par contre, après, ce serait plutôt niveau répicible pour le coup. Ok, dernier test sur le côté. Merci. Tiens. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est plutôt les connectivités latérales et effectivement l'absence de répicible comme on peut la connaître avec différentes strates. Ok, merci. Donc, même exercice. Repositionnez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que ce cours d'eau, selon vous, nécessite une intervention très importante, pas très importante, voire pas du tout? La migration des saumons. Alors, on va donc commencer tout de suite. À peu près, la migration à peu près terminée. Tiens, s'il te plaît, Cédric. Moi, je vois pas forcément d'intervention. Le répicible est bien présente. Après, bon, l'état sanitaire n'est pas jugeable sur une image, bien évidemment, mais voilà. Après, visuellement, comme ça, j'aurais pas d'intervention qui permettrait d'améliorer l'état existant dans le milieu. Merci. Alors, tiens, s'il te plaît. En effet, ça a plutôt une bonne tête. Après, l'écoulement a l'air assez quand même concentré, donc à voir selon la profondeur et on va dire les différents faciès d'écoulement. Il y a peut-être de la différenciation à faire en les milieux. Merci. S'il te plaît. Allez. Répicible perché, berge en rive gauche qui sont complètement érodées. Il y a le signe d'incision, de dynamique d'incision qui est en train de se mettre en place sur ce cours. Merci. Allez, dernière étape, s'il vous plaît, on peut se positionner encore. Là-bas, il n'y a rien à faire. De ce côté-là, franchement, c'est le bazar, il faut faire quelque chose. Ah ouais, là, si ça ne bouge pas, c'est pas du jeu. Hein. Alors ah, ça discute, on interprète, on discute, c'est bien. Ah, il n'y a personne par là. Bon alors, je vais commencer. Est-ce que tu es d'accord? Tu peux bref. Ça a l'air d'être assez diversifié de partout. En tout cas, en termes de biodiversité, à mon avis, c'est hyper intéressant. Sur une image, c'est compliqué à savoir si c'est naturel ou pas, mais moi, c'est pas cette priorité en tout cas. D'accord. Est-ce que tu acceptes, Orno? Oui. Vas-y. Ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a quand même de l'espace latéral. En fait, je vois pas d'aménagement
Et où il veut aller, et voilà, parce que je vais un peu tout l'aménagement à prix. Hop. Et dernière intervention. Tiens. Oui, par rapport à la photo, en fait, c'est difficile de connaître le contexte. Donc, moi, je me suis mis là au cas où qu'il y ait des enjeux en aval. Après, en soi, sinon, c'est pas dérangeant. Merci. Alors, en fait, ça, c'est un exercice que j'aime bien parce que en fait, ça permet de voir qu'on n'a pas tous le même point de vue à travers l'interprétation des images, et ça peut être utile de faire avec des élus. Vous pouvez vous remettre dans vos sièges, s'il vous plaît. Notamment par rapport à la perception du milieu, on a tous nos a priori. Et donc on voit que même en tant que technicien, tous ensemble, on a des analyses différentes. Merci de vous être prêté à ce jeu. Donc je repars sur les bases que tout le monde connaît. Comment se forme un cours d'eau? Donc effectivement, l'image des cours d'eau qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement qu'on a des écoulements superficiels qui se concentrent et ça finit l'érosion, puis ça creuse un lit mineur et donc on a ces petits cours d'eau. Après, si on réfléchit dans l'écologie et dans le sens où à une époque ancienne, les terres n'étaient pas aussi occupées qu'aujourd'hui, il y avait de la forêt partout. Et donc en fait, le milieu qu'on voit, qu'on appelle rivière, ruisseau et peut-être de bassins versants, ne sont pas forcément conformes à leur fonctionnement écologique initiaux. La végétation riveraine, donc ça vous le savez tous, elle apporte des feuilles, elle apporte des branches, et donc tout ça, ça concourt à donner de la vie dans le cours d'eau. Ce qui fait qu'en fait, le bois est un élément majeur pour la vie du cours d'eau. Et deuxième chose, en se stockant dans la rivière, le bois, il va retenir les feuilles, il va retenir les graviers, et on verra plus tard, ça a un rôle important sur les aspects dynamiques des écoulements. Au niveau effectivement de ce bois stocké dans les rivières, il permet d'alimenter la machine écosystème avec la nourriture, les champignons, les invertébrés, les bactéries qui vont pouvoir dégrader cette matière ligneuse. Et donc on pense que il y a effectivement 95% de dégradation grâce à tous ces animaux. Et si on n'a pas effectivement tout ce bois mort dans la rivière, ça veut dire que ces animaux, ils n'ont pas de nourriture, donc ils n'existent plus. Les troncs contribuent donc, ou les branches, à nourrir tout l'écosystème. Et ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'aussi ils ont un impact sur les écoulements. Donc ça, c'est des images qui viennent d'un document australien qui illustre bien en fait que si vous avez des troncs, là il n'est pas dessiné, qui se positionnent dans le lit du cours d'eau, en fait ça force le cours d'eau à interagir avec la nappe quand il y a des sédiments, avec des montées et des descentes d'eau. Et si vous avez un embâcle, pareil, ça va permettre de transférer l'eau, finalement, la pousser avec les questions de pression, aller dans les sédiments. Alors que si vous n'avez pas du tout de tronc, en fait l'écoulement des cours d'eau va être plutôt superficiel et passer principalement au-dessus des sédiments sans forcément bien communiquer avec le dessous. Deuxième chose, donc effectivement on a parlé de l'état initial des cours d'eau, en fait il y avait plus de bois dans la rivière, donc plus de bois dans la rivière, et ce qui fait qu'en fait on avait des fosses et des radiers, et tout ça beaucoup plus prégnant. Plus les castors qui ont été éradiqués donc en Europe, qui rajoutaient donc à la tombée naturelle des bois dans les milieux. Et donc tout ça, effectivement, ça nourrit une chaîne alimentaire qui va de l'amont vers l'aval, avec beaucoup de dégradeurs à l'amont sur les têtes de bassins versants. Et donc il estimait qu'à peu près 40% des invertébrés sont liés à des compositions du bois mort. Et donc si on veut restaurer ou préserver une rivière, si on n'a pas ces éléments, ça réduit d'autant plus la capacité du milieu de se restaurer en termes biologiques. Au niveau des effets et des impacts, effectivement, le cours d'eau va lui-même, donc on a parlé des détournements d'eau sur les côtés, des échanges avec le sous-sol, on a parlé de diversification, donc avec la création dans le lit de fosses, de graviers et d'échanges avec la nappe. Les Australiens, ils aiment bien comparer en fait les racines et les bois morts dans la rivière aux récifs coralliens. Ils disent qu'en fait, si on n'a pas tous ces éléments-là, c'est comme si on n'avait pas de corail dans la mer, ça appauvrit. Donc c'est une image que j'aime bien parce que ça montre psychologiquement en fait tout l'intérêt de ces éléments dans le lit. Ça c'est une image américaine. Donc en fait, beaucoup d'images sont issues de guides étrangers. Donc on voit l'exploitation d'une rivière en fait donc c'est théorique, mais bon, dans les faits, ils ont coupé toute la ripisylve sur le cours d'eau. Et donc on voit que là, le nombre d'embâcles qu'il y a dans le lit, s'il n'y avait pas d'extraction humaine, donc il va décroître au fur et à mesure du fait de la dégradation des bois morts. Que la végétation va repousser, mais avec un certain temps à repousser,
Et donc en fait, les arbres vivants le long du cours d'eau, ils vont mettre 60-70 ans avant de pouvoir après retomber dans le cours d'eau. Donc les embâcles vont mettre un certain temps à revenir naturellement. Donc ça veut dire que si on compte sur les éléments naturels, donc on ne toucherait plus une rivière, si on a coupé tous les arbres, il va y avoir un certain temps de 50 d'années, 60 années, peut-être avant qu'on ait de nouveau des apports massifs de bois dans la rivière. Bon, l'incision et la ripisyle ou le bois, en fait, ça a des liens. Bien sûr que vous connaissez tous le fait qu'une rivière qui s'incise, la nappe et les échanges vers le sous-sol sont diminués et donc les ripisyles se déconnectent. Aujourd'hui, on trouve normal effectivement de voir dans les images, quand on regarde sur Google, vous tapez rivière, il va vous sortir que des images de rivières comme ça où il n'y a pas un seul bois mort. Donc ça c'est une grosse rivière, c'est le Rhône. Mais si vous prenez des petites rivières, pareil, Google, dans l'imaginaire collectif, les rivières n'ont plus de bois. Alors qu'en fait, dans les rivières naturelles, là, c'est pas une très belle image, mais c'est au Canada, il y a un embâcle sur 3 km ou 4 km de rivière, parce que c'est une rivière qui n'est pas utilisée. Donc on peut imaginer que sur des grosses rivières, même naturelles, comme le Rhône, avant qu'il soit canalisé, on pouvait avoir plein de bois qui faisait que la rivière allait faire des multi-chenaux. Et donc c'est créé en fait aussi par rapport à nos interlocuteurs qui peuvent être sur le terrain, des élus, des particuliers, comment on arrive à recréer un imaginaire des rivières différentes en passant finalement d'une rivière monochenale qui évacue l'eau à une rivière plurichenale avec du bois. Parce que le bois aujourd'hui c'est considéré comme un danger. Donc dans les concepts que les Américains développent, ils ont développé le concept Stage 0, donc j'ai traduit par Stade 0 en français, qui considère qu'en fait une rivière finalement qui est surentretenue et qui est donc curée, drainée, et ainsi de suite, elle va s'enfoncer, donc ça tout le monde le comprend. Et en fait, il y a un processus qui fait qu'en fait on part d'une situation multi-chenaux avec des arbres qui tiennent en fait le lit à niveau de la plaine inondable, avec une incision, donc on a une dégradation. Et donc après, avant que le cycle naturel se reforme, il faut un certain nombre d'années que la rivière a érodé. Et après, potentiellement, en attendant quelques centaines d'années peut-être, ça dépendra de la dynamique, on peut avoir une nouvelle plaine inondable multi-chenaux qui se reforme. Mais donc en fait, si on attend tout ça, c'est un peu long. Et donc en fait, il y a des techniques aujourd'hui qui sont mises en place, testées notamment aux USA et en Angleterre, où ils essaient de développer justement cette diversification des chenaux en apportant du bois. Donc là en fait c'est une image, on ne voit pas forcément très bien, mais ils ont mis plein de radeaux de bois là-dessus. Donc sur cette rivière il y a vraiment plein de petits bouts de bois qui ont été mis, et leur objectif c'est qu'avec ces bouts de bois en fait on obtienne une diversification latérale. Alors bien sûr c'est des rivières à cet endroit-là qui peuvent bouger parce qu'elles ont, je dirais, peut-être l'espace, elles ont les berges sont érodables et ainsi de suite. Mais donc leur objectif c'est de passer d'une phase donc monochenaux avec une diversification donc à multi-chenaux et reconnecter la plaine inondable. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le stage 0, le concept de renaturation d'une rivière telle qu'elle devrait fonctionner naturellement comme ça, quand c'est possible. Et donc effectivement, dans ces alliés pour cette renaturation, ils comptent les castors. Donc là, ils ont imagé, en fait, qu'est-ce qu'il va faire le castor. Au début, il va travailler dans la rivière incisée, son barrage va péter, ça va éroder les berges, et ainsi de suite. Par un jeu de déconnexion, reconnexion des barrages, ça va arriver à retrouver effectivement une rivière multi-chenaux et recréer une zone inondable peut-être plus basse que celle qui était initialement. Donc c'est une autre illustration pour parler de la même chose. Donc c'est des illustrations théoriques mais qui est basée sur des faits qui ont été mesurés. Et là c'est un exemple donc, où ils ont mis en place effectivement au départ donc des faux barrages de castors et après les castors sont revenus. Et donc en 3-4 ans, en fait, ils ont pu reconnecter la plaine inondable, ce qui est le paysage fluvial, ils appellent ça. Et donc en fait, c'est une illustration de la capacité du milieu naturel à se régénérer quand on peut laisser notamment soit l'aider avec des faux barrages ou des épis qui viennent transformer la rivière, soit avec l'aide de castors. Et donc en fait, ce qui compte en fait dans la mise en place de ces techniques pour renaturer les milieux avec du bois, c'est la quantité en fait. C'est-à-dire que si vous mettez un bout de bois, ça va avoir un impact effectivement local, et le fait que les bouts de bois tiennent, il faut qu'il y ait une certaine densité pour que les cours d'eau soient ralentis. Et effectivement, ça se fait dans un contexte où on ne veut pas que le bois dévale à l'aval, donc ils ont mis des piquets pour tenir le tout. Et donc les castors font du bazar, donc en fait le slogan c'est on peut le faire aussi. Finalement un milieu
qui va être fonctionnel, c'est pas forcément un milieu toujours bien carré. Et donc l'objectif, c'est de finalement tester, expérimenter en laissant libre cours en fait à la fantaisie quand on peut. Effectivement, ça, on est dans des milieux peut-être où l'agriculteur n'est pas contre, mais ça peut être testé peut-être dans certains endroits, notamment dans les forêts, des exemples. Et là, après, je vais vous passer par quelques exemples de réalisation sur des cours d'eau américains. Donc le cours d'eau à la base, effectivement, il ressemble à ça. Et puis ils ont amené des gros bouts de bois dans la rivière pour tenir en fait la diversification qu'ils ont ancrée. Et puis au bout d'un certain temps, en fait, la diversification s'opère toute seule. Donc c'est aussi le fait de compter sur les forces de la nature, là où ça joue dans ce sens-là, pour essayer de renaturer de manière opérationnelle et fonctionnelle, c'est-à-dire que ça va s'auto-entretenir. L'idée, c'est que le système reste tout seul après à bouger. Donc ça, c'est un exemple de schéma où on voit la densité d'ouvrages en bois qu'ils ont mis en place. Pour continuer sur ces exemples, il y a les concepts de barrages perméables en bois, donc c'est liquid dams en anglais, qui se développent pas mal en Angleterre notamment, et donc ça ressemble à ça. Pour le coup, c'est sur les têtes de bassin versant. Ils ont mis en place des petits barrages en bois de différentes formes, de différentes tailles, et leur objectif, eux, c'est de ralentir les écoulements pour les inondations. Alors en fait, pour les inondations, c'est pareil, on ne va pas vendre du rêve, hein, ça ne va pas stopper une crue centenale, c'est plutôt des impacts de ralentissement de dynamique pour des petits écoulements. L'avantage par contre, c'est effectivement dans un système forestier, théoriquement, il y a du bois dans le lit de la rivière qui devrait être là. Les systèmes forestiers ont été en particulier drainés, les bouts de bois retirés, et donc en fait on a des incisions même en système forestier, et donc là, finalement, on arrive à recréer peut-être des dynamiques, alors qui peuvent peut-être être trop considérés comme des barrages, mais en tout cas, eux, ils ont fait les essais et ils ont mis en place ces techniques-là pour faire des expérimentations avec différents types d'enchevêtrements qui permettent d'illustrer en fait, le type de résultat. C'est plus ou moins perméable. Hop. Donc ça, c'est en cru, on voit qu'il y a une diversification qui se met en place. Et donc, dans toutes ces techniques en fait, de mise en place de bois dans les rivières, donc il y a les Low-Tech Process-Based Restoration qui sont donc liés à un guide qui existe, qu'on peut trouver sur Internet, qui est en cours de traduction sous sa version courte. Et donc, ils utilisent, pareil, ce qu'on appelle des pals, donc des pieux plantés sur lesquels ils enchevêtrent du bois, soit sous forme de barrage type castor, donc ça c'est ce qu'on peut voir qui commence à se développer dans certaines zones en France, sur les modèles de ce qui se passe aux USA, soit donc des barrages identiques mais sans bois, en fait sans pieux, puisqu'en fait on peut considérer qu'un barrage naturel de castor, il n'a pas vraiment de pieux. L'idée c'est effectivement d'avoir des structures temporaires qui viennent à la fois nourrir la rivière avec le fait que le bois se dégrade, forcer la rivière peut-être à bouger sur les côtés pour aller éroder la berge. Donc il n'y a pas que des barrages qui font un plan d'eau, il y a aussi le fait que ça aille manger les berges. L'exemple d'une réalisation, donc ça c'est aux USA, donc ils partent d'une rivière incisée de 2 mètres. Et donc en fait au fur et à mesure ils vont construire, c'est des processus itératifs où ils vont construire plusieurs ouvrages de type donc, barrage semi-perméable. Et donc la rivière dans cette zone-là, elle a le droit d'être érodée. Et donc elle va remonter son lit au fur et à mesure. Et donc après, en fait, on a une dégradation. Et donc là, c'est pareil, c'est la quantité des ouvrages qui va faire que ça tient. S'il y en a un qui pète, il y en a un autre qui tient, et ainsi de suite. Et ça permet donc de remonter le niveau en quelques années. Donc on voit les exemples là où ils reviennent intervenir, et au fur et à mesure, on a une dégradation du milieu. Ça, c'est une autre technique que je vais vous montrer, c'est en Australie, où là, ils font des barrages, en fait, où ils bloquent des bois. Là, en fait, on ne voit pas bien, mais un tronc, avec des enchevêtrements de troncs de chaque côté pour tenir le tout. Et donc ça c'est pareil, je suis désolé pour la qualité des photos, c'est le guide qui n'était pas en très bonne qualité. Et donc leur objectif c'est de remonter le lit, même dans des rivières sableuses, pour éviter l'incision. Donc là il y a des techniques qu'ils mettent en place, avec des processus, des profils types, hein. Bon, c'est pareil, désolé la qualité, c'est pas très beau. Donc en fait ils mettent des barrages en bois, et là on voit un exemple, le schéma est très beau, en fait on voit le montage qu'ils mettent en place pour essayer de remonter le niveau de la rivière. Ça, c'est un autre type d'exemple où on voit des schématiques théoriques de tenue de la rivière par les bois. Petite aussi insiste sur finalement notre vision de la renaturation des rivières. On voit encore beaucoup de beaux méandres qui sont sortis des plans de bureau d'études, en fait où on voit
peut-être un mètre parfait, en fait, où voilà, ça bouge pas, il y a une onde sinueuse qui est la même tout le temps, alors que la nature, ça peut ressembler à ça. Et donc finalement, la question c'est qu'est-ce qui est la différence entre les deux? Bon, moi j'aime bien mettre c'est le putain de facteur bûcheron ou le putain de facteur bois, en fait, c'est-à-dire qu'en fait le bois, s'il est dans la rivière, il va modifier ces ondes. Là on a un exemple en Suisse où ils se sont amusés en fait, à faire un damier de chocolat. Donc ils ont creusé la rivière sur l'espace de liberté qu'ils avaient, et ils ont dit la rivière elle va faire son chenal, et on va voir ce qui se passe. Donc au début, ça vient manger les berges, ça vient retirer les graviers, ça se diversifie, il y a multi-chenaux, puis au fur et à mesure, donc les chenaux se simplifient, la végétation pousse, et puis à la fin on a quasiment plus qu'un mono-chenal. Et en fait là, ce qu'on peut considérer, c'est que finalement, sur l'aspect sédimentologie, espace de liberté, on a prouvé que ça fonctionnait. Par contre, sans éléments structurants dans la rivière, ce qu'ils font par ailleurs dans d'autres endroits en Suisse où ils mettent des bois dans la rivière, finalement on a une simplification en termes d'une chenalisation naturelle des milieux. Sans éléments structurants, en fait, on n'arrive pas à avoir une diversification. Là, c'est un autre exemple qui est dans le sud de la France, sur l'Orbiel, où là, plutôt que d'avoir une renaturation où ils vont dessiner la rivière avec les pelleteuses, ils pètent la berge, ils pètent tous les bois de la berge, et en fait, ils attendent que la rivière bouge. Bon, comme il y a des crues cévenoles là-bas, ça bouge bien, vous imaginez. Et en fait, avec ça, ils remobilisent les sédiments qui vont remonter le lit de la rivière qui est trop incisé. Ils arrivent à le vendre sur le fait qu'elle soit incisée. Donc c'est ce qui leur a permis de faire ces actions-là, d'acheter des terres même parfois viticoles, parce que la rivière s'incise, on est en train de perdre nos ponts. Et donc au fur et à mesure, au bout de 10 ans, 20 ans, en fait, on a une diversification, un espace de liberté qui se recrée. Et donc pour cela, eux, ils ont acheté des terres, ils ont juste déboisé, puis ils laissent faire. Alors, l'avantage, c'est qu'en termes écologiques, ils ont prouvé que ça fonctionnait. En termes d'impact, je dirais, coût financier, c'est moindre. Par contre, effectivement, on laisse le temps au temps, et puis les rivières sont dynamiques. Donc voilà, ça c'est des exemples, c'est pas forcément toujours pareil partout. Il faut en prendre des idées pour peut-être interagir sur vos territoires. Ça, c'est des exemples de schémas types qui existent sur des guides américains ou anglais. Bon, je vous laisserai dans le diaporama. Et ce qui est important, en fait, c'est que les processus, la restauration basée sur les processus, elle se base finalement sur l'essayer de laisser, là où c'est possible, la rivière, l'écosystème, travailler pour se restaurer et mettre moins de machines sur le terrain. Et donc, c'est un peu l'idée de low-tech. Au niveau, en fait, c'est des cours théoriques, mais c'est plus de laisser le plus de possible les rivières travailler. Et donc ça, c'est une petite incise. Voilà, c'est comment finalement est-ce qu'on va faire confiance à low-tech pour nous restaurer nos milieux demain. Peut-être qu'on peut se réinterroger parfois sur le fait que ça puisse être possible. Et donc, il faut laisser peut-être des espaces de liberté et expérimenter quand vous avez le temps et la possibilité. J'ai terminé pour l'instant, donc je vais laisser place aux questions. Merci. Donc, Baptiste Ricard, je suis technicien de verre aussi, oui, dans l'Isère. J'avais une question concernant les ouvrages pour résorber les phénomènes d'incision, les ouvrages en bois. Est-ce qu'il y avait des retours d'expérience sur des vidanges possibles suite à des crues morphogènes? Parce qu'en gros, on va résorber le phénomène, ça permet de pallier en fait problème d'érosion d'incision, et puis là, tout le temps, on a d'énormes crues qui en fait, peut potentiellement amplifier le fonctionnement initial. Alors en fait, comme on est basé sur des processus liés à la nature, c'est pas du génie civil, potentiellement ça peut lâcher. Il est prouvé en fait, que finalement dans les ouvrages qui ont été mis en place en bois, c'est une étude suisse qui a été faite récemment, là, que finalement il y a 20% des ouvrages qui peuvent péter. Bon, peut-être que c'était une mauvaise conception, une trop grosse crue. Forcément tous les ouvrages, même les ouvrages en génie civil, peuvent péter. Donc le principe après, c'est effectivement de juger de est-ce que si ça pète, est-ce que c'est grave ou pas. En fait, la question c'est, ok, on va avoir une décharge des sédiments par exemple, mais finalement ces sédiments, ils ont été stockés à un moment donné. S'ils sont déstockés, c'est qu'il n'y a plus d'ouvrage, peut-être qu'il sera nécessaire d'en recréer un, ou pas, parce que ces sédiments sont stockés sur notre ouvrage derrière. C'est aussi la répétition des ouvrages qui fait qu'en fait, on a, je dirais, moins de risques, entre guillemets, si tout ne tient que sur un seul ouvrage, effectivement, ça peut être problématique. Donc leur approche, souvent, c'est d'essayer de multiplier les structures pour avoir cette sécurité et puis aussi
de maximiser la différenciation du milieu, l'hétérogénéité du milieu. Donc je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais et juste pour info, donc c'est les guides américains, les guides australiens et anglais dont les images sont extraites, sont disponibles sur Internet aussi, et en version traduite. Voilà. Pauline Bermond, de la métropole de Lyon. J'ai une question, est-ce que vous avez des retours d'expérience, sur des rivières qui sont plutôt des rivières phréatiques, avec très peu de courant, peu de pente au niveau des bassins versants. Et du coup, en fait, nous, on a un phénomène où on a des rivières qui sont une rivière qui est beaucoup plus large que son débit et qui a un phénomène de sédimentation très important et une biodiversité très faible. Donc, il y a eu des cas, effectivement, où on voulait resserrer le lit. Et dans ces cas-là, en fait, c'est les techniques des fagots et autres arbres qui tombent directement dans la rivière. En fait, la technique est plus ou moins esthétique selon l'objectif du voisinage. Et en fait, tout simplement, parfois, donc j'étais en Suisse il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des rivières chenalisées sur la plaine comme ça, horrible. Enfin, horrible, c'est un point de vue. Et donc, en fait, là, il faut carrément tomber un tronc d'épicéa qui fait, sur une rivière qui fait 3-4 mètres de large, 5 mètres, un tronc qui fait 10 mètres, quoi. Alors après, il était branché. Mais en fait, en lui-même, ce qui compte, c'est qu'il fasse un rétrécissement et qu'il va faire des fosses et des dissipations d'énergie. Donc en fait, il n'y a pas, de difficulté sur des petites rivières pour réduire la largeur. La seule chose, c'est est-ce que c'est acceptable par rapport aux inondations, et ainsi de suite. Deuxième exemple, sur la partie des rivières, par exemple, qui sont des rivières dans les coteaux calcaires, qui ont des rivières qui n'ont pas des grosses crues. Donc les Anglais ont pas mal c'est le shark stream qu'ils appellent ça, les rivières calcaires. Et donc là, ils utilisent beaucoup ces assemblages de bois pour réduire la rivière. Et surtout, en fait, ça crée aussi des habitats sous le bois, dans le bois, ce que ne feront pas peut-être une banquette. Donc ils comptent beaucoup là-dessus et parfois ils l'utilisent en renforcement justement de pieds de banquette, ils mettent carrément des ronds, des troncs d'arbres ou des fagots. L'inconvénient des fagots, c'est toujours que ça va se dégrader plus vite. Plus le bois est épais, plus vous êtes garanti de durabilité dans le temps. Et après vous pouvez choisir vos bois, c'est-à-dire qu'un bois de résineux par exemple va avoir une durabilité beaucoup plus importante. Par contre il est moins mangeable par l'écosystème. Donc en fait il est intéressant selon l'objectif d'avoir des bois plus ou moins durs, des bois plus ou moins de qualité différente. Et la nature fonctionne comme ça d'ailleurs, elle a plusieurs variétés en fait, à disponibilité pour manger. Il faut nourrir l'écosystème et le structurer. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si vous veniez, c'est bien personnel de Jean-Luc Chavet. Pareil, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des rivières à régime torrentiel où il y avait beaucoup de charge de matériaux? Parce que quand on fixe des bois comme ceux-ci, sur ce type de rivière, ils vont être très vite submergés de matériaux, voire, moi j'ai une expérience où il y a une souche de fois qui traîne dans le cours d'eau, ça crée un banc de 10 mètres, et puis si on met ce matériel, ces barrages de bois par exemple, peuvent être submergés par nombreux matériaux. Je ne sais pas ce que vous avez retrouvé là-dessus. Oui, donc il y a eu une expérience qui a été faite sur le parc du Jura justement. En fait, on avait libéré une rivière qui était endiguée sur la Bienne. Et donc en fait, ils s'étaient amusés à planter un beau bois, deux bois de 3 dizaines de mètres comme ça, plantés. Et en fait, il y a une vague de sédiments qui arrivait qui l'a submergé de 1 mètre. Bon, à la rigueur, c'est pas très grave. Hein. Le bois nourrira le système peut-être à long terme. Il va rester là, c'est du carbone qui est stocké. Ça, c'est un impact. Après, ils avaient posé des souches. En fait, le bois avec les souches tient beaucoup mieux, c'est sûr. Dans ces cas-là, en fait, ils ont des souches qui ont une micro-diversité au endroit de la souche, par exemple. Donc, qui sont plus ou moins submergés par les sédiments. Ça dépend des dynamiques, comme vous le dites. Donc, ça, c'est des exemples qu'il y a eu sur la Bienne. Je pensais donc les exemples américains, souvent c'est sur des rivières vachement torrentueuses. Hein. Donc en fait, pour eux, je dirais la charge en fait qui va arriver, ça dépend de votre bassin versant. Mais après, si vous mettez des structures dans votre lit et qu'elles sont submergées et qu'elles tiennent la charge et qu'elles continuent à structurer la charge que vous voulez maintenir, c'est pas grave. Si vous voulez pas que la charge se tienne à cet endroit-là, parce que vous voulez pas d'inondation, ça c'est un autre souci. Mais le fait que le bois soit exondé ou mis sous la charge, c'est pas très grave, il sera plus impactant en termes de biodiversité s'il reste exondé. Les Américains, donc, ils ont souvent en fait, des matériaux graveleux sur des rivières dynamiques. Ce qu'ils font, c'est qu'effectivement, ils calculent la longueur d'empiètement du pieu en fonction de la capacité du milieu à l'éroder, parce qu'on n'a pas envie que le bout de bois se barre à l'aval. Et donc, en fait, ils mettent par des structures tridimensionnelles ils creusent le lit
et il les pose dans le lit et les recouvre. Donc quand on finit le chantier, on ne voit plus le bois. Mais après, avec les crues, en fait, ça va gratter, et donc en fait, la structure tient par la base, et donc ça fait qu'on a une diversification des caches dans le bois qui reste au milieu de la rivière, une rivière aggravée. Donc il y a plein d'exemples en fait aux USA où ils utilisent ces techniques-là. Parfois, l'impact en fait, il va être plus ou moins important selon en fait je dirais la capacité du bois d'être submergé, ce que vous voulez dire en fait. Je parle en termes d'écologie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ici, après, on pourrait des rivières qui doivent justement être dynamiques et bouger, de fixer les bancs. En fait, s'ils ne bougent plus, ça peut être un problème. En fait, dans une rivière dynamique, l'idéal, c'est que les bancs, que ça soit dynamique, que les chevaux bougent. Dès lors qu'on fixe du bois, on peut penser que le bois, qui crée une pâte de charge, va créer un banc qui va être fixé, qui ne va plus bouger, et que ça dépend de ce qu'on veut, effectivement. Il peut être un problème. Après, effectivement, dire que fixer le bois, c'est pas une fin en soi. Ce qui serait bien, c'est que si on pouvait tolérer des flux de bois. En fait, normalement, le système il est censé s'auto-alimenter, le bois il reste, il va partir au bout d'un certain nombre d'années parce qu'il va se déliter, les branches vont partir rapidement. Donc en fait, les Américains, où ils peuvent, par contre, ils font tomber des gros bouts de bois, puis basta, quoi. Donc en fait, là, on est plus sur une dynamique. Après, si vous avez peur parce qu'il y a un pont à l'aval ou parce que les riverains sont vraiment là, puis c'est le début, quoi, faut se faire la main. Effectivement, il vaut mieux les ancrer. Ce qui se passe aussi parfois, où ils laissent finalement la capacité au milieu de faire sa propre diversité, c'est qu'ils mettent des pieux verticaux ou mettent des structures en bois qui sortent bien de l'eau, en fait, de telle façon que ça stoppe les éléments ligneux de l'amont. Donc en fait, il va y avoir une diversité qui va se créer. Il peut y avoir un îlot qui se crée derrière, parce que plus vous avez votre structure qui est stable, plus l'îlot va se former. Donc effectivement, il faut anticiper le fait que vous allez peut-être avoir une île derrière qui va se développer. Si c'est gênant par rapport à votre dynamique locale, ça peut être gênant. Si c'est, entre guillemets, votre objectif, c'est une diversification, vous aurez votre diversification. Qu'elle soit stable, c'est pas grave, ça va durer 50 ans, 100 ans, puis après, vous aurez peut-être, le bois va se dégrader. C'est pas des faits, le bois, il va forcément disparaître à un moment donné, quoi. Et on recrée un truc qui n'existe plus par la plupart du temps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a moins de bois dans la rivière. Donc l'avantage, c'est que vous allez nourrir le système pendant une durabilité qui est, on espère qu'il y aura plus de bois dans le temps. Bonjour, Gustave Rousseau de Burgia, bureau d'études. Je suis complètement d'accord sur la présentation, elle était super. Mais nous, en ce moment, on se pose beaucoup de questions justement sur la question du low-tech. C'est vraiment des questions. Parce que sur la théorie, on est à 200% d'accord. Maintenant, il y a une chose, je pense, dans nos réflexions qu'il faut différencier, c'est la différence entre l'objectif, qui est le stade 0, c'est-à-dire de retrouver un milieu qui a de la résilience, et derrière les moyens pour l'atteindre, qui peut être le low-tech, en l'occurrence. Oui, c'est pas forcément obligatoire. Hein. Mais ça peut être, je le dis volontairement provoqué, mais du génie civil, ça peut être du génie végétal, du génie écologique, plusieurs moyens de l'atteindre. Et je pense que c'est important de bien différencier, parce que aussi, ces documents qu'on a consultés, qu'on regarde toutes ces images émerveillées, c'est aussi des images américaines. Il faut voir leur cours d'eau. Ils ont une place de fou, il n'y a personne. Et il y a un transport solide de dingue, il y a de la pente, tout guillemets, on va dire, c'est presque trop facile. Je rigole. Ajoutons-leur une autoroute en rive droite et puis une ZAD en rive gauche. Bon, voilà. Donc, j'entends tout à fait. Hein. Déjà, c'est pas, on fait pas du prosélytisme en disant qu'il faut faire que ça. Première chose. Hein. Deuxième chose, on a des exemples, par exemple en Suisse. On ne peut pas dire que les Suisses soient vraiment dans un milieu très différent de la France, voire peut-être même pire. De mon point de vue, il y a des endroits que j'ai vus que c'était pas forcément mieux. Hein. Et ils utilisent ces techniques-là. Donc allons voir en Suisse comment ils font. Ils définissent surtout un espace de liberté dans lequel ils se disent que ça peut... dans lequel en fait ils tolèrent l'érosion. Et puis quand l'érosion dépasse l'espace de liberté, là ils vont intervenir. En fait, je pense qu'il y a la stratégie aussi, c'est que ça doit s'associer à jusqu'où on tolère l'érosion. Après, ils l'utilisent en Angleterre. En Angleterre, en fait, on ne peut pas dire que ce soit des milieux moins anthropisés que chez nous en termes de milieux naturels. Et ils utilisent, donc ils ont fait des restaurations, stade 0, en mettant du bois dans une rivière. En fait, l'objectif, c'est pas dans une rivière, c'est dans une plaine. En fait, et
poses le bois et puis en fait ça doit divaguer. L'idée c'est si c'est acceptable, si on arrive à avoir un agriculteur, c'est une technique parmi d'autres. Effectivement, il y a un choix de panel d'options. Et sur la partie, effectivement, est-ce que ces méthodes-là essayons, en fait. Là où on peut, il faut tester. En fait, on est vraiment dans le je pense qu'il y a donc moi, en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a des gens qui en mettent en place, là. Il faut, je pense aussi à l'Iseron, on a un milieu contraint, on est en ville, entre deux murs en béton. Ok, là on a l'espace de liberté, mais par contre il est 100% dans ces deux murs en béton et ils ont mis du bois. On est en ville, on est en centre urbain avec des inondations. C'est pas impossible. La question c'est l'appréhension déjà psychologique et puis calcul du risque, c'est-à-dire que derrière, ça doit s'accompagner de réflexion sur les ouvrages d'art qui sont menacés entre guillemets. Parce qu'en fait le problème c'est pas le bois de la rivière, c'est les ponts. Les ponts, s'ils ne sont pas dimensionnés, s'ils ont une pile au milieu, forcément, si la pile, l'espace interpile, il fait 2 mètres et que les bouts de bois font 4 mètres à l'amont, c'est sûr que c'est mort. Donc il faut réfléchir avec ça à où sont les ponts à risque. Est-ce qu'on doit mettre des pièges à embarque à l'amont? Est-ce qu'on doit modifier le pont? Et ça, c'est là où effectivement il y a un gros volet aussi d'études à faire et de travaux pour fluidifier ces flux de bois. Non, mais ça rejoint globalement ce qu'on se dit. Mais du coup, bien faire attention parce que parfois j'ai l'impression qu'on mélange le stade 0 et le low-tech, sont présentés ensemble au même moment dans la même chose, mais c'est mieux comme ça. Mais atteindre un bon état, atteindre une résilience, évidemment c'est mieux avec du low-tech, mais ça peut être fait aussi autrement. Et il y a des cas où peut-être, il y a eu l'exemple par exemple d'un cours d'eau phréatique, s'il n'y a pas de crue, s'il n'y a pas de transport solide, est-ce que ça va fonctionner? Donc quel est notre objectif? Je pense qu'il faut bien rester là-dessus. Il y a l'espace de mobilité, je pense que c'est des illustrations, des exemples, c'est le critère principal. À chaque fois, si on a de la place, on peut donner de la place à la rivière, c'est bien. Et dans les exemples de recharge qui étaient donnés avec les barrages Castor, c'est des très bons exemples. Mais pour moi, ça pose la question du flux sédimentaire amont. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y aura assez pour recharger? Et du coup, de ce qui va se passer en aval. Est-ce qu'on va piler? Est-ce qu'on va faire une érosion progressive derrière? Donc, bien garder toujours une vision évidemment globale. D'accord, et le flux sédimentaire, effectivement aussi, après en compte, je prends l'exemple de la VEOR, eux ils vont manger les berges qui sont sur place avec les cailloux en place, et donc c'est une auto-alimentation sur place. Donc en fait, dans un système où il y aurait de la marne et tout ça, on n'aurait pas de sédiments, ça serait peut-être pas du tout le même intérêt. Et juste le stade 0, c'est pas une fin en soi en fait, ça ne sera pas applicable partout, on est bien d'accord, c'est pour montrer des illustrations de choses possibles. Et le low-tech, comme je disais en Suisse, quand dans une plaine agricole où il y a un tube de rivière et ils mettent des épis dedans ou des troncs d'épicéas, c'est de la low-tech, on n'aura jamais le stade 0 et c'est juste de la diversification pour la biologie. Ça dépendra de là où on peut, des objectifs seront à définir localement, quoi. Bonjour, Cyril Laplace, syndicat de l'Iseron. J'avais juste une petite question parce que j'ai vu la fédé de pêche dans la salle concernant la continuité bio par rapport à tous ces ouvrages. Nous, en tout cas sur l'Iseron, on a passé quand même quelques années à supprimer pas mal de seuils pour la franchissabilité. Aujourd'hui, quelque part, on dit qu'il faut en recréer. Voilà, je voudrais avoir votre avis en fait sur ce sujet-là. Et pareil, sur la charge sédimentaire, on en parlait. Nous, je pense que, alors je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais il faut quand même bien distinguer les rivières à sable des rivières à gravier-galène, où on est un cours d'eau où on a énormément de sable, parce qu'on a une géologie qui est comme ça, dans ce monde, tous nos cours d'eau sont comme ça. Le moindre obstacle en travers, on a 100 mètres de sable en amont. Et d'un point de vue biodiversité, la question se pose aussi de savoir si, quelque part, oui, on crée localement un nouvel habitat, mais est-ce qu'on ne dégrade pas la rivière par ailleurs en créant ces grands dépôts de sable voilà. Donc il y a deux choses. Donc, sur le sable, déjà les Australiens ils sont beaucoup de rivières sableuses, donc ils utilisent ces techniques-là pour des diversifications ou de maintien, de remonter des lignes incisées. Parce que dans la rivière, initialement, sur les rivières stables où ils étaient, il y avait du bois, ce qui permettait de tenir le lit, et comme il n'y a plus de bois, le sable, comme ça.
Donc en fait, la question c'est le milieu naturel à cet endroit-là. Bon, je connais à peu près les rivières de l'Iseron. Théoriquement, s'il y avait de la forêt et du sable, bah, ça serait un état où il y aurait effectivement des bouts de bois, des nappes de sable, des bouts de bois, des nappes de sable. Si on veut reconstituer ça, qu'on peut le faire, à la rigueur, moi je dis ça se rapproche du milieu naturel tel qu'il devrait être. Est-ce que c'est plus mieux dans un cas pour les poissons ou mieux pour les insectes ou machin? À la rigueur, si le système est fonctionnel, entre guillemets, il se rapproche de ce qui devrait être théoriquement fonctionner sur nous, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche? Moi je ne suis pas plus pêcheur que pro-insecte, hein, mais... Et après, la première partie de la question, c'était sur les barrages de castors. Par exemple, j'imagine que c'était ça un peu la question. Donc en fait, il y a eu effectivement de la littérature, notamment aux États-Unis, qui ont étudié ces questions, comme partout. Ils se posent la question, est-ce que c'est mieux pour la température de l'eau? Est-ce que c'est mieux pour les poissons? Il faut imaginer que les ouvrages qui sont mis en place, c'est fait pour que ça déborde en fait. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, il y a des multichenaux qui se créent et ça puisse contourner. Après le barrage en castor lui-même, il y a eu des millions d'années d'évolution entre les barrages de castor, les poissons, les rivières, avant qu'on arrive. Et je suppose qu'aujourd'hui, si les poissons sont là, c'est qu'ils ont bien réussi à passer des millions d'années comme ça. Donc je ne dis pas qu'il y a zéro impact, je dis juste qu'en fait, dans l'évolution à long terme, il y a une cohabitation qui existe toujours, je parle des vrais barrages de castor, hein, je parle des fous, et les poissons qui font que ça fonctionne. Il y a une écologie qui est fonctionnelle comme ça. Nous, on a des milieux perturbés, on n'a plus de castor, et on se pose plein de questions, c'est normal. Mais moi, je pense qu'effectivement, la question se pose d'autant plus de manière accrue quand c'est pas un castor qui le fait, que c'est nous qui fait un faux barrage de castor. Dans ces cas-là, est-ce que c'est bénéfique ou pas? Donc les Américains ont étudié ces questions, il semble qu'ils soient plutôt positifs. Après, si vous mettez un barrage de castor et qu'il n'y a pas de chenaux multi-chenaux, effectivement, potentiellement, c'est plus difficile à franchir qu'un barrage où il y a des multi-chenaux. Sur la Véor, par exemple, là où ils ont mis en place ça, il y a des multi-chenaux qui se mettent en place, et en fonction des crues, bah, effectivement, il y a plein d'initiateurs de contournement. Alors en étiage, effectivement, il y a des plans d'eau, et il n'y aura peut-être pas de continuité. Mais la continuité, ça ne se réfléchit pas que en saison, ça se réfléchit sur à un instant T, ça se réfléchit effectivement sur un cycle d'une année, 2 années, sécheresse ou pas. Alors moi je ne vais pas parler à la place des filets de pêche, hein, mais parce que je retiens de ce que j'ai lu de la littérature. D'autres spécialistes pourront vous dire autre chose peut-être. La pêche. Bon, du coup, comme j'ai été interpellé directement, je vais répondre Pierre Gacon de la Fédération de pêche de Rhône. Simplement, juste sur la première chose, sur la présence du bois dans les cours d'eau et dans les projets de restauration, c'est quelque chose sur lequel on pousse depuis 20 ans et c'est compliqué et c'est indispensable pour toute la biologie, qu'elle soit piscicole ou autre. Sur la question des barrages de castor, il y a plusieurs choses qu'il faut se poser. C'est la question d'un barrage de castor, en théorie, il n'est pas fixé avec des pieux, donc du coup il est mobile et c'est toujours la question du flux de bois en fait qu'il faut se poser, je pense. C'est là-dessus où moi j'insisterai. C'est de dire que si c'est un ouvrage qui va lâcher régulièrement sur les crues, qui va être temporaire, qui va bouger, qui va apporter du bois dans le système, il n'y a pas de souci. Effectivement, si on va aller fixer très fortement un ouvrage vertical de 2 mètres de haut sur un cours d'eau, là ça m'embête un peu plus, parce qu'il y a des questions, comme tu disais, de continuité. Après, pour être allé aussi au Canada et avoir fait du canoë sur des rivières où il y a des barrages à castor, on passe en canoë dessus, parce qu'en fait, il y a des points bas dans les barrages qui font qu'en termes de continuité, si moi je passe en canoë, globalement le poisson il n'arrive pas à passer. Donc du coup, voilà, il peut y avoir aussi en termes de continuité, il n'y a pas forcément une opposition entre le mettre du bois dans le cours d'eau et la circulation des poissons. Je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher si on a une vision d'ensemble, si on n'a pas une vision trop statique des aménagements. Mais par contre, ça nécessite une réflexion et des aménagements. Pour le coup, quand on parle de low-tech, mais qu'on envisage après d'aller redimensionner des ponts, on n'est plus trop sur du low-tech, mais je trouve que la réflexion est intéressante. Et je rebondis sur cette histoire de barrage dans les rivières, parce qu'en fait, il y a l'hydrologie régénérative qui est, entre guillemets, un mouvement qui est, je dirais, à la mode. Hein. C'est pas une critique quand je dis ça, c'est juste un constat. Et en fait, eux, ils font la promotion, effectivement, de barrages dans les rivières. Moi, je vois des trucs, ça me hérisse, où ils mettent des seuils de correction torrentielle, et disent ouais c'est super, on va retenir l'eau, et ben oui, on retient les sédiments, puis en fait quelque part ça a un impact. Donc en fait c'est là où en fait on va se retrouver effectivement la différence entre un ouvrage fixe qui est fait là pour durer, je sais pas, 10 ans, 20 ans,
et des ouvrages qui sont une durée de vie potentiellement moindre, selon le type de fixation. Je pense l'exemple de l'AVR où ils utilisent effectivement les faux barrages de Castor. Ils ont des ouvrages qui sont non pérennes en fait. Les berges sont érodables, donc ils rechargent régulièrement, ils les font bouger, et la rivière va évoluer. Donc c'est la question, comment ça évolue dans le temps. Est-ce que c'est un truc qui ne va pas bouger pendant 20 ans, 30 ans, ou des choses un peu intermédiaires. On pouvait se poser la question sur les liquidables, parce que je montrais tout à l'heure les photos, on voit des barrages de bouts de bois. Alors ça, c'est des rivières qui sont finalement pas des rivières vraiment perpétuelles. Donc là, c'est pas très grave. Après, dans le lit, dans les rivières perpétuelles, il y a des cas, notamment aux USA, où ils font carrément des bouchons de bois. Mais en fait, leur objectif, c'est d'inonder la plaine. Donc ils ont fait plein de bouchons de bois dans la rivière, des gros tas pas très propres. Et en fait, la rivière, elle reprend toute la plaine. Donc on retrouve le stage 0 là. Et donc là, ça passe. Donc les concepts sont étudiés en fonction de votre espace de liberté et des zones particulières que vous avez. Gravier, pas gravier, sable, autre chose, quoi. Bonjour, je m'appelle Romain Pirala, je suis étudiant à l'HESO Lyon. Ma question, ce serait du coup, on a parlé de flux de bois et l'idée, ce serait de savoir est-ce que dans les indices d'évaluation, ce qui existe pour évaluer les ripiscibles et la santé en général de ces zones-là, il y a beaucoup de choses sur le bois mort, mais c'est une question aussi souvent, c'est fait sur une certaine largeur, et quel est le lien entre la largeur du cours d'eau et ses caractéristiques en général et son besoin en apport en bout de bois pour avoir quelque chose de stable dans le temps et d'un rechargement. Est-ce qu'il y a des choses à ce sujet-là qui sont faites sur... Là, on prend tout le temps, par exemple, l'IBCR, je suis en train de me renseigner là-dessus, c'est 10 mètres. Mais est-ce que ça convient à tous les cours d'eau d'avoir cette bande-là, ou est-ce que du coup, pour un apport de bois, il faudrait plus large, ou du coup prendre en compte pas forcément que la ripiscible, mais tous ces autres apports de bois autour, voilà, qu'est-ce qu'on en sait? Alors les Suisses ont pas mal étudié ça, parce qu'ils ont notamment des vallons avec des laves torrentielles et tout un tas de trucs. Ce qui peut se dire, il y a 2 points. Sur la partie quantité de bois mort dans la rivière, pour renaturer, je dirais pour avoir un impact biologique, en fait, il faut imaginer que normalement c'est le bazar dans une rivière. Donc en fait, on ne va pas forcément arriver à ce niveau de bazar dans la rivière parce que l'humain à côté ne tolère pas ça. Mais les Suisses avaient quantifié, je sais pas, ils mettaient sur des rivières que je dirais de 5 à 10 mètres, ils mettaient un arbre tous les 5 à 10 mètres, quoi. C'est à la louche. Je ne dis pas que c'est faisable partout, mais c'est pour imaginer une certaine densité. Après, sur la partie la largeur de la ripiscible idéale, il y a 2 choses. Il y a le fonctionnement écologique de la ripiscible et son lien avec la rivière. Si on parle du fonctionnement écologique des rivières, de la ripiscible, ils considèrent que généralement une ripiscible qui est fonctionnelle, ça fait 10 mètres minimum. Parce que notamment, il y a les questions de thermie. En fait, votre ripiscible va faire un bouclier thermique au-dessus contre les fortes chaleurs d'été. Et si vous avez une ripiscible qui fait un arbre de chaque côté, ça marche pas en fait. Ça marche un peu, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est pour l'aspect thermique. Sur l'aspect biologique et l'aspect filtre des polluants qui viennent des berges agricoles, c'est mieux. Donc en fait, voilà, je dirais plus pas par rapport à une question de bois mort. Le bois mort qui va arriver dans la rivière, pour les crues, il va être en fonction de la taille de l'événement. On prend par exemple de la Roya. En fait, ils ont fait, ou dans, c'est pas la Roya, mais sur une autre vallée, là, il y a Guillaume Piton qui nous avait parlé de ça, une vallée du sud de la France, il y a eu des crues exceptionnelles, on va dire centennales, et ils ont compté le nombre d'arbres vivants qu'il y avait dans la rivière après la crue. 90% des arbres qu'ils retrouvaient dans les ponts et les machins, c'était des arbres vivants qui étaient sur la berge, qui étaient bien propres et bien tout en état. Ils étaient à 5 mètres, 10 mètres de la berge elle a été bouffée et ça a tout emporté. Ce qui prouve qu'en fait, s'il y a des phénomènes morphogènes, le bois, s'il est présent sur les berges, il partira. Et il y en aura plein. Donc le nourrissage de la rivière par le bois de la ripiscible, il va être en fonction des catastrophes, on appelle les catastrophes. Écologiquement, c'est pas de catastrophe, parce qu'écologiquement, ça fonctionne comme ça, le système. Les coulées de boue d'un pan de montagne avec du bois qui tombe dedans. La plupart des bois qui tombent dans les rivières, généralement, c'est les érosions de berge. Et c'est du bois qui est bien propre et bien neuf et tout vivant, et qui tombe avec son pied directement. Donc voilà, il n'y a pas de réponse. Si votre rivière elle fait 1 mètre de large, la ripiscible, une fois que l'arbre est bouffé, il n'y a plus rien derrière, donc c'est moins intéressant écologiquement, sur le long terme. Merci. Merci Antoine, tu nous as fait un bon résumé de la journée bois mort d'il y a 2 ans. Une belle ouverture sur la journée low-tech dans quelques mois.